Alors on va arriver à notre nouveau chapitre, ce que j'appelle le recyclage de la belle idée européenne par les Américains. On a eu des révélations successives qui ont été faites au cours des années écoulées sur... ça c'est un document qui a été publié par le Mail Online de 9 mai 2009, sur une réunion secrète qui s'est tenue à l'hôtel Maison Rouge à Strasbourg le 10 août 1944. Il n'y a pas que Mail Online, il y a également un spécialiste des questions allemandes et d'Europe qui s'appelle Édouard Husson, qui est un universitaire français qui a écrit sur ce sujet. Vous trouverez ça un petit peu partout sur Internet. C'est un rapport EWPA 128 des services de renseignement militaire américains daté du 7 novembre 1944, qui est connu sous le nom de rapport Maison Rouge, et qui fait un compte-rendu détaillé d'une réunion secrète qui s'est tenue à cet hôtel qui se trouvait à Strasbourg, et qui s'est tenue le 10 août 1944. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document? Ce sont des responsables d'entreprises allemandes, avec également des anglo-saxons, qui se réunissent en 1944. En août 1944, ça commence à sentir plus que le roussi, ça sent vraiment le brûler. En août 1944, Paris est en train d'être libéré. Donc c'est le reflux généralisé de toutes les armées hitlériennes. On est déjà en août 1944. Donc bien entendu, un certain nombre d'Allemands commencent à comprendre que ça finit, le Reich va être battu. En juillet 1944, il y a eu une tentative d'assassinat de Adolf Hitler dans la tanière du Loup, qui était sa résidence en Poméranie orientale, enfin qui était tout à fait à l'est de l'Allemagne, qui s'est terré entre les années 1943 et 1944. Tout à fait après, au début 1945, il est allé se réinstaller à Berlin du fait de l'avancée des troupes soviétiques. Vous savez que donc dans cette tanière du Loup, il y a eu un attentat en juillet 1944, qui était d'ailleurs où avait trempé dedans, en particulier Rommel, le renard du désert, le grand maréchal Rommel, auquel Hitler, pour éviter une fin ignominieuse, lui demandera de se suicider afin d'éviter d'être pendu. Comme en juillet 1944, le coup d'État contre Hitler, organisé par les élites allemandes qui voient que le pays est en train d'être perdu, rate, on a donc un mois après cette réunion dont fait état les services de renseignement américains. Ça a été établi d'ailleurs en particulier par un Français du deuxième bureau, et c'est la source, qui est considéré comme fiable et qui a travaillé sur les problèmes allemands depuis 1916, qui a été en contact étroit avec les Allemands, particulièrement des industriels pendant l'occupation de la France, et qui a visité l'Allemagne en août 1944. C'est la source du renseignement qui a été recommandée par le commandant Zindel. Donc c'est l'hôtel Rotheshaus à Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'il y a au cours de cette réunion du 10 août 1944? Des dirigeants nazis ont demandé à l'élite industrielle allemande d'organiser la renaissance de l'Allemagne de l'après-guerre, de préparer le retour au pouvoir des nazis et d'œuvrer pour un empire allemand fort en coopération avec les Américains. En d'autres termes, bien que ça ne soit pas utilisé dans le rapport en question, mais ça a été présenté comme ça par le journal britannique, une sorte de quatrième Reich. Les 3 pages de ce rapport, rédigé en étroite collaboration, classé secret, adressé aux autorités britanniques et transmis par la valise diplomatique au secrétaire d'État américain Cordell Hull, détaille la façon dont les industriels devaient travailler avec le parti nazi pour reconstruire l'économie allemande grâce à des financements transitant par la Suisse. Ils mettaient en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger, ils attendraient que les conditions deviennent meilleures et puis ils reprendraient le pouvoir. Les industriels représentés dans cette réunion comprenaient des représentants de Volkswagen, de Krupp et de Messerschmitt. Thyssen, c'est toujours les aciéries, Vereinigte Stahlwerke, voilà. Ça, c'est le logo assez curieux, intéressant du point de vue historique. Le logo de Volkswagen, qui, vous voyez, jusqu'en 1939, c'était une espèce de croix nazie symbolisée, puisque Volkswagen, c'est la voiture du peuple, avait été lancée sous Adolf Hitler. Adolf Hitler voulait que chaque famille allemande puisse avoir une voiture. Et puis après, ça a été transformé en ceci pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ça a été sous l'influence britannique modifié, puis maintenant, c'est le logo actuel. Des hauts fonctionnaires américains de la Navy et du ministère de l'Armement participèrent à cette réunion et avec une incroyable clairvoyance décidèrent ensemble que, contrairement à son prédécesseur, il faudrait maintenant bâtir une espèce d'empire économique plutôt que militaire et pas seulement allemand. L'Allemagne nazie a effectivement exporté des quantités massives de capitaux par biais de pays neutres, les entreprises allemandes ont mis en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger, l'économie allemande s'est rapidement rétablie après 1945,
Le Troisième Reich avait été vaincu militairement, mais l'ère nazie des puissants banquiers, industriels et fonctionnaires remaqués en démocrates prospéra bientôt dans la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est une traduction du texte du Mail Online que je vous présente, que je ne prends pas nécessairement entièrement à mon compte, mais qui témoigne d'une véritable réalité. Là, il travaillait pour une nouvelle cause, l'économie européenne et l'intégration politique. Est-il possible que le Quatrième Reich, que les industriels nazis avaient programmé, soit du moins en partie entré dans les faits? Alors, ce recyclage, au-delà de cette réunion mystérieuse de la Rotes-Haus de Strasbourg du 12 août 1944, le recyclage a bien eu lieu, et de façon absolument irréfutable. Coucou le revoilou, le recyclage de Walter Einstein. On l'avait laissé tout à l'heure, donc en 1938, préparant un projet de nouvelle Europe hitlérienne. Je l'en ai mentionné un moment, puisqu'il a bénéficié, il a été le bénéficiaire du Karlspreis, du prix Charlemagne, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais, entre-temps, il s'était passé quelque chose. Il s'était passé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Walter Einstein, en fait, était, s'il n'était pas membre du Parti national-socialiste, puisqu'il y a une incertitude sur le sujet, il est sûr qu'il était dans des associations affiliées, elles, au Parti national-socialiste, et qu'il a été officier de la Wehrmacht. Et officier nazi, enfin officier hitlérien, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein est fait prisonnier par les Américains pendant la bataille de Cherbourg, le 26 juin 1944, en uniforme allemand. Il est fait prisonnier. À ce moment-là, il va lui arriver un petit voyage d'agrément. C'est qu'il va être embarqué, transféré aux États-Unis et emprisonné au camp Como pour les prisonniers de guerre, ce qu'on appelle POW, Prisoners of War, les prisonniers de guerre américains dans le Mississippi. On voit ici une photo d'époque, très rare, Prisoner of War Camp, Visiting Prohibited, c'est interdit de visiter. Et puis il y a même ici, j'ai trouvé sur Internet, des tickets de cantine du camp Como pour le camp des prisonniers de guerre. Après avoir été dans ce camp, il va être ensuite transféré dans un deuxième camp. Dans le cadre de l'opération dite Sunflower, il est transféré à Fort Getty dans le Rhode Island pour suivre des cours de formation à la démocratie américaine pour les prisonniers de guerre allemands. Vous voyez ici tous ces Allemands qui ont donc été envoyés aux États-Unis, qui ont pris vous voyez bien appelé PW, Prisoners of War, et on les voit ici en train de suivre des cours qui leur sont administrés par l'administration américaine. Donc c'est le programme qu'a suivi Walter Einstein. Et puis ensuite, fin 45, je crois, je reprécise d'ailleurs, donc après avoir été détenu pendant à peu près 1 an et demi aux États-Unis, avoir suivi des cours. Mais qu'est-ce qu'il a suivi à part des cours? Je n'ai pas encore trouvé toutes les informations nécessaires, mais d'un seul coup, il est renvoyé en Allemagne. Et il est, comme par miracle, réintégré comme professeur d'université. En Allemagne de l'Ouest, dans un pays qui est entièrement quadrillé par les soldats américains. Et puis, donc ça c'est les Lessons in Democracy, vous voyez, il y a des textes entiers. Et ensuite, il entre en politique au sein de la CDU après la guerre. Et alors ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'admirable. Parmi les grands mystères de ce bas monde, il devient secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il va élaborer la doctrine Einstein et négocier au nom de la LFA les modalités de la construction européenne. Que par ailleurs, les Américains ont poussé à partir, ou même à la même date, en 1950, avec la déclaration Schuman, qui a été concoctée dans les services des Américains et qui a été portée par, en France, Robert Schuman, la fameuse déclaration Schuman que l'on nous présente dans les journaux et dans les manuels d'histoire comme un conte de fées, comme d'un seul coup Robert Schuman qui aurait eu une espèce d'illumination et qui aurait dit voilà, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut fusionner le charbon et l'acier allemand. Alors lui, eh bien, qu'est-ce que lui demandent les Allemands et en fait les Américains? De préparer une construction européenne. Et ça tombe bien, il dit oui, attendez, j'ai le dossier. Donc il ressort le dossier de 1931, il enlève la poussière qui est tombée dessus, il rouvre, tout est prêt.
Il va donc co-signer le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, et on le voit. On voit ici le vieux chancelier Adenauer, et à côté Walter Einstein, et derrière il y a toute la délégation allemande. Vous voyez que après le projet de communauté européenne, il y a eu le projet de communauté européenne de défense. Et les informations que je vous donne aujourd'hui sont des informations qui étaient de notoriété publique, ou à peu près publique, dans les années 50. Les gaullistes et les communistes, dans les années 50, disaient exactement cela. D'un journal, d'un magazine qui s'appelle Regard, qui est un magazine qui a été publié ça au printemps 54, et qui était un magazine proche du Parti communiste français. Au moment de la CED, vous savez que les communistes se sont opposés au projet de communauté européenne de défense. Et parmi les articles, on voyait des photos un type qui s'appelait Ramik, le bourreau de Brest-Litovsk, hein, en confins de la Russie, libéré en 1951, on ne le voit pas derrière parce que j'ai un bug, et qui après avoir été libéré en 1951 et porté en triomphe par les Allemands. Et dans ce document, publié donc par un magazine proche du Parti communiste français, donc proche de l'URSS, vous aviez ces articles inventeurs de l'Europe. Inventeurs de l'Europe. Heinz Guderian, dans sa préface au livre de Paul Hauser, les Waffen-SS en guerre. Guderian, vous savez, c'est celui de l'offensive Guderian qui a contourné la ligne Maginot, qui est à l'origine de la défaite cinglante de la déroute de 1940. Donc, il le cite dans ce journal communiste français. Nous ne voulons pas oublier que l'idée européenne a trouvé pour la première fois son incarnation dans les formations SS, et qu'à cet effet, on a établi entre les nations de l'Europe des liens qu'il aurait été préférable de ne pas briser. Autre citation d'un commandant SS, Piper. N'oubliez pas que c'est dans les rangs des Waffen-SS que sont tombés les premiers Européens. Ne restez pas à mi-chemin, l'Europe est le seul idéal politique digne aujourd'hui qu'on se batte pour lui. Jamais nous n'avons été aussi près de le voir se réaliser. Une autre citation d'un certain Viking Ruf de Hanovre, du 21 juin 1952, les hommes des anciennes Waffen-SS ont le droit de parler de l'Europe, de la communauté européenne et de la défense de l'Europe. C'est dans nos rangs que pratiquement cette communauté européenne a vu le jour. Et c'est sur le champ de bataille qu'elle est devenue une réalité. Ça, c'est ce que... À l'époque, il y a 25-27% des Français qui votent pour le Parti communiste français, qui lisent ça. Et les gaullistes vont un petit peu moins loin, mais disent la même chose. Ce qui fait qu'à l'époque, il y a une majorité de Français, à peu près, hein, c'est d'ailleurs pour ça que la CED va échouer, qui sont au courant de ce que je vous dis maintenant, et les gens n'en reviennent pas maintenant, alors que c'était, vous voyez, la lobotomie qui a été imposée aux Français depuis 50 ans. C'est fascinant. Et alors, un autre article, toujours tiré de ce magazine, cette armée européenne, l'armée de la communauté européenne de défense que poussent les Américains, aurait un commandant-chef américain et des généraux hitlériens. Et c'est effectivement, c'est pour ça que l'affaire de la CED en 1954 n'est pas passée en France. C'est parce qu'il y avait une très forte poids du Parti communiste, puis il y avait les soviétiques qui balançaient des infos derrière, et qui montraient à nos compatriotes qu'on allait bientôt les bidasses les envoyer sous la houlette de généraux hitlériens, eux-mêmes recyclés par les États-Unis d'Amérique. Walter Hallstein, revenons à lui, a été ensuite, comme sur le thème qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, non seulement il a prévu le traité de Rome, il l'a signé, mais ensuite il s'est installé dans les meubles. Non mais il n'était pas bête, hein. Objectivement il n'était pas bête. Bon. Donc il a créé le poste de président de la Commission européenne, et puis il s'est dit ben, je m'y verrai bien. Et puis voilà, il a été le premier président de la Commission européenne de 58 à 67, la Commission Hallstein. Donc on a ici un système comme ça avec les autorités américaines travaillant main dans la main avec des intérêts privés, les cartels du pétrole et de la chimie, le lobbying des grands groupes financiers, hein, qui existaient avant-guerre et qui existent après-guerre, qui ont en fait, c'est eux qui fixent le pouvoir exécutif et législatif dans une commission européenne non élue et un président non élu. Et puis alors, pour le fun, comme on dirait maintenant, pour la vitrine, il y a un Parlement européen qui n'a aucun pouvoir de production indépendant de la loi, et en fait, c'est le pouvoir de la Commission européenne qui contrôle l'ensemble du processus législatif. Et puis, face à ça, on a des peuples, hein, j'en ai pas mis tous parce que j'étais fatigué, donc j'en ai mis que combien? J'en ai mis que 12, il aurait fallu que j'en rajoute 16. Et bien, tous ces peuples-là, vous savez, c'est un petit peu comme des petits bonbons, là, des petits dragées. Et bien, on leur demande de voter pour des députés qui n'ont pas de pouvoir réel.